Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année à la découverte des réussites d'entreprises de la région à travers les entrepreneurs qui sont à l'origine de leur succès. En l'espace de quelques années, son groupe familial de distribution professionnelle pour le bâtiment et l'industrie a franchi un palier et négocié le virage du e-commerce pour passer du statut de grosse PME régionale à celui d'une ETI nationale. Patrick Martin, PDG de Martin Blaizou Expansion, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir bien sûr sur cette histoire commencée en 1829 à Bourg-en-Bresse. Nous évoquerons aussi votre engagement patronal puisqu'après des fonctions dans l'Ain, vous avez été président du MEDEF Rhône-Alpes de 2007 à 2011 et à nouveau depuis juin dernier, président cette fois-ci du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag réussite d'entreprise, mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Alors Patrick Martin, vous êtes originaire d'une famille bressane, du côté de votre père, avec des études à Paris, Sciences Po et l'ESSEC, une licence de droit. L'idée c'était d'être bien armé pour reprendre l'entreprise familiale ou pour voler de vos propres ailes? Pour voler de mes propres ailes. Alors, aussi bien du côté de ma mère que de mon père, il y avait cette fibre entrepreneuriale. Donc je peux dire que j'ai baigné dans cette ambiance dès ma plus petite enfance, mais je n'avais pas à l'époque l'idée d'intégrer l'entreprise paternelle en l'occurrence. Et le côté Sciences Po Paris, jamais vous avez été tenté par la filière, j'ai envie de dire, politico-administrative? Si. Si? Si, et puis la voie royale à l'époque, j'espère que c'est moins le cas aujourd'hui, c'était l'ENA. Pour être très franc, j'ai vite compris que je n'étais pas taillé pour intégrer l'ENA. Vous ne l'avez pas tenté? Pas tenté. Vous ne l'avez pas tenté. Alors, on revient sur cette entreprise familiale. 1829, Claude Blaizou qui crée une quincaillerie à Bourg-en-Bresse. C'est une petite entreprise familiale jusqu'en 1945 à peu près, c'est ça? Oui, avec des hauts et des bas, puisque de par sa longévité, l'entreprise a traversé des périodes de crise, des guerres, etc. Et typiquement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle était, il faut le dire, dans une situation un peu délabrée. Alors, 1829, Blaizou, à quand remonte l'association des Martins et des Blaizou? Précisément, alors à l'origine c'est Blaizou, oui. Et puis j'y faisais référence à l'instant, avant la Seconde Guerre mondiale, période très difficile, et mon grand-père qui curieusement avait épousé ma grand-mère, mon grand-père Martin a racheté les parts de sa belle-sœur et l'entreprise a été rebaptisée Martin Blaizou, c'est-à-dire le nom le plus banal de France et un nom un petit peu curieux, mais d'origine lointainement bressane. Et voilà. Martin Blaizou dans l'Ain, c'est un peu la réplique en plus petit d'Escours et Cabot à Lyon? Beaucoup de respect pour Descours et Cabot, mais on peut dire ça, oui. Oui. Mais est-ce qu'il y a une certaine forme de concurrence entre les deux groupes? Il y a historiquement, depuis bientôt 200 ans, une forme de concurrence que personnellement je trouve extrêmement stimulante, de la même manière que longuement il y a une concurrence avec Brossette, du temps où cette entreprise lyonnaise était indépendante. Et ça n'est pas par provocation, mais je pense que c'est ce qui nous est arrivé de mieux. Alors 1829, Descours et Cabot un peu plus avant, plus lointain dans le temps, mais vous dites que finalement, si on regarde bien les dates exactes de création, c'est pas sûr que vous ne soyez pas les plus anciens? Non, c'est un sujet de plaisanterie avec nos amis de Descours et Cabot, qu'à nouveau nous respectons beaucoup. Il se trouve que notre entreprise porte son nom patronymique depuis l'origine, donc en 1829, créée, je tiens à le préciser, par donc, mon ancêtre Antoine Blaizou, qui était compagnon du Tour de France. Oui. Et c'était ce qu'on appelait un marchand de fer à l'époque aussi C'est un marchand de fer qui adressait les besoins de l'économie bressane, uniquement bressane à ce moment-là de l'époque, c'est-à-dire essentiellement des clients agriculteurs. Donc on trouvait du fer à cheval, on trouvait du soc de charrue, autant de choses dont on vivrait difficilement aujourd'hui. Alors, l'essor va commencer après la Seconde Guerre mondiale, et là, l'entreprise va devenir un vrai acteur régional, c'est ça? Alors, initialement départementale, dans une approche qu'on retrouvait d'ailleurs chez beaucoup de nos confrères à travers la France, qui était celle de, je dirais, de la culture intensive, c'est-à-dire adresser les besoins du département, quels qu'ils soient. L'agriculture, je l'ai évoqué, l'industrie, le bâtiment, et ça a amené à l'époque mon grand-père à développer de nouvelles activités, typiquement dans la distribution de produits de sanitaire chauffage pour satisfaire des besoins qui auparavant n'existaient pas sous cette forme.
Alors, cet essor dans les années 70-80, vous en êtes le témoin, et c'est à ce moment-là que vous allez rejoindre l'entreprise? Oui. Alors j'ai rejoint l'entreprise en 1987, après avoir œuvré dans un tout autre environnement. Et à l'époque, l'entreprise, c'était 250 salariés, c'était 3 établissements. Je reviens à ce que je viens de vous dire. C'était Bourg, Mâcon et Oulin, au sud de Lyon. Donc un périmètre géographique assez court à l'époque. Alors, on va revenir sur votre première expérience professionnelle avant Martin Blaisou. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai travaillé dans un établissement qui, depuis lors, a disparu, non pas par faillite, mais parce qu'il a été absorbé par une structure plus importante. Cet établissement s'appelait le Crédit National, qui était une très belle maison et qui, essentiellement, mettait en place des prêts long terme auprès des entreprises déjà d'une certaine taille. Et depuis lors, c'était intégré à Natixis. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous évoluez dans l'entreprise à partir du moment où vous y rentrez en 87? Une entreprise familiale. Oui. Alors, par la petite porte, pour tout vous dire, mon épouse de l'époque était un peu désespérée, d'abord parce qu'elle était parisienne, et ensuite parce que j'avais connu, on va dire, les ors de cet établissement assez prospère qui était le Crédit National, avec des beaux bureaux, avec des voitures de fonction, etc., etc. Et bien sûr, en plein accord avec moi, mon père m'a dit, non, tu rentres dans l'entreprise par la petite porte, en l'occurrence dans notre établissement de Oulin, qui a déménagé depuis, mais qui, je dois le dire, était assez crasseux. Et donc, au milieu d'une équipe d'opérateurs de terrain avec qui j'ai tout de suite bien travaillé. Vous avez hésité avant de rentrer dans l'entreprise familiale? Oui, j'ai hésité. J'ai hésité. J'ai hésité parce que j'ai la prétention d'être assez libre de mes mouvements et je ne voulais pas me dire à moi-même que j'avais cédé à la pression familiale. Premier point. Deuxième point, et j'y faisais référence tout à l'heure, il se trouve que dans la famille de ma mère, il y avait une très très belle entreprise, celle-là industrielle, très internationale, très high-tech, et mon oncle qui la dirigeait à l'époque m'avait sollicité pour le rejoindre. Alors il a fallu faire un choix? Il a fallu faire un choix. Et puis il y avait un contexte notamment actionnarial du côté de l'entreprise, on va dire maternelle, avec 23 cousins qui m'a amené à me dire que ça allait être assez compliqué, qu'il valait mieux rejoindre mon père. Par ailleurs, j'aimais beaucoup. Alors 87, donc vous rentrez dans l'entreprise familiale, vous disiez Oulin, et puis la suite alors Alors la suite, d'abord des développements sur l'agglomération lyonnaise, et puis au début des années 90, tout début des années 90, nous étions très sollicités par un certain nombre de confrères qui souhaitaient nous acquérir, dont certains évoqués précédemment. Et nous sommes, quand je dis nous, c'est mon père, mon frère qui travaillait avec nous à l'époque et moi-même, nous nous sommes posé la question de savoir si nous devions céder aux sirènes de ces repreneurs ou si, voulant survivre, nous cherchions à nous développer. C'est clairement la deuxième option que nous avons prise et dès 1991, nous avons réalisé une première opération de croissance externe. Disque Bleu? Non, c'était une affaire caladoise qui s'appelait Louis Morel. Oui. Alors, Louis Morel, il y a aussi eu Disque Bleu Alors, Disque Bleu en Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes en 91 également, vous avez raison, à quelques semaines d'intervalle. Et puis ensuite, une quarantaine d'opérations de croissance externe, pour certaines très réussies, pour d'autres moins, et qui nous amènent où nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est là que Martin Blaisou devient Martin Blaisou Expansion. Vous faites entrer à un moment donné des financiers à votre capital? Oui, alors historiquement... Pour faire qu'un passage? Alors, on a eu plusieurs financiers à plusieurs reprises, hein, et c'est une situation... Dont Siparex? Dont Siparex. Et alors, a fortiori dans le cas de Siparex, c'est une situation dont je m'accommode parfaitement et que je trouve même positive. Non, on a eu très lointainement, on a eu un sidérurgiste allemand au capital de l'entreprise. Ensuite, lorsque mon père a organisé sa succession par voie de donation très en amont, il était passionné par cette entreprise et on aurait pu craindre qu'il s'y accroche, y compris en termes de capital et de management, jusqu'à son dernier jour. Pas du tout. À la veille de ses 60 ans, pour des raisons notamment fiscale, il a transmis tout le capital. Et dans ce pays où il y avait déjà des droits de donation, il a fallu les financer. C'était l'occasion de faire rentrer 3 actionnaires qui nous ont accompagnés très positivement pendant, pour le dernier d'entre eux, Siparex, pendant 20 ans. Ils sont ressortis depuis, capital 100% familial aujourd'hui? Alors curieusement, capital 100% familial, les hasards de la généalogie ont fait que mon père, j'imagine à la 6e génération, s'est trouvé à un moment donné détenir 100% du capital, là où en bonne logique, ce capital aurait dû être dispersé entre plusieurs dizaines d'actionnaires familiaux. Et donc à ma génération,
du vivant de ma sœur qui est décédée il y a maintenant bientôt 7 ans. Nous avons été 3 actionnaires. Du fait de du décès de ma sœur, ce sont ses enfants qui ont hérité. Et c'est un scoop très relatif, ça c'en est un pour moi. Depuis la semaine dernière, au terme d'une période assez compliquée, je dirais, depuis la semaine dernière. Donc, je suis à moi seul actionnaire majoritaire du groupe qui lui-même détient à 100% toutes ses filiales. Ah oui, et vous avez dû ferrailler, oui, entre autres avec votre frère. C'était un moment difficile à vivre, j'imagine. Oui, alors je ne pense que du bien des entreprises familiales, mais il faut admettre que dans certaines circonstances, il y a un mélange entre l'affect et la rationalité. En l'occurrence, c'est typiquement ce qui s'est passé. Donc ça complique un petit peu la résolution de certaines situations. Mais enfin, je le répète, on a fini par aboutir à un accord. C'est à la fois la force et la faiblesse, justement, des entreprises familiales. Parfois, ça peut mal se terminer. Oui, on a en tête, y compris dans notre région, certaines issues dramatiques. Alors, il y en a d'autres qui le sont moins, mais enfin, quand vous conjuguez ces problèmes de succession sur le plan patrimonial et des interférences personnelles, affectives, intimes, dans certains cas, ça peut conduire effectivement à ce que de belles entreprises changent de main, ce qui n'est pas le pire scénario, ou à ce qu'elles périclitent, et là, ça devient très grave. Ça n'est pas notre cas. Ça veut dire que vous avez dû vous endetter fortement pour acheter la totalité de l'entreprise? J'ai dû m'endetter, mais je trouve ça très stimulant, si vous voulez. De la même manière que j'évoquais l'apport, y compris en termes de réflexion, d'action d'investisseurs financiers. Moi, pour dire les choses très sincèrement, je préfère devoir rendre des comptes à des financiers, à des banquiers en l'occurrence, puisqu'on n'a pas à ce jour d'intervention en fonds propres pour régler cette opération, plutôt qu'à nouveau dans les dîners de famille, devoir mélanger les sujets avec une part de subjectivité. Alors récemment, en 5 ans, on va dire, le groupe a pris une toute autre dimension avec de nouvelles acquisitions importantes, Comptoir Charentais Chauffage, Doris, Anjac. Là, vous avez vraiment changé de dimension. On peut dire que, comme je disais en introduction, de grosses PME, vous êtes devenu une entreprise de taille intermédiaire nationale. Oui, mais c'est sans fin. C'est sans fin. Assez régulièrement, je m'interroge ou on m'interroge sur ce qu'est la taille critique. Je suis incapable de définir la taille critique, ou du moins, si je réussissais à le faire, dès le lendemain, cette définition serait périmée. La taille critique, elle n'en finit pas d'augmenter pour toutes sortes de raisons. Alors derrière ce développement, il y a donc je dirais, le point de passage obligé de la croissance si nous voulons rester indépendants. Et je peux développer, enfin, il y a des raisons que tout le monde connaît. Et puis, je dirais que c'est atavique. Moi, ça m'intéresse de développer cette entreprise. Je pense que même si c'est très exigeant, c'est stimulant, y compris pour nos équipes à qui ça offre des perspectives d'évolution. Enfin voilà, on a ça dans le sang. 3 grands métiers, si on essaye de décliner, donc tout ce qui est plomberie, sanitaire, thermique, électricité, outillage. Ensuite, tout ce qui est produits consommables d'investissement pour industrie. Et puis, les produits sidérurgiques, c'est ça? C'est ça. Alors, avec des marques dédiées? Oui, alors on a pris le parti assez courageux, je dirais, en tout cas assez coûteux il y a quelques années, d'effectivement organiser le groupe par métier. Et ce groupe s'étant constitué largement par croissance externe, de regrouper sous une même enseigne par métier chacune de nos activités. Donc on a Mabéo Industrie pour la distribution de fournitures industrielles et d'équipements de protection individuelle. On a Tereva pour tout ce qui touche à la distribution, on appelle ça dorénavant, de seconde œuvre, de produits pour le second œuvre technique, donc effectivement sanitaire, thermique, électricité, et puis Crossroad Acier pour les aciers. Alors la distribution d'acier, c'est un peu notre métier d'origine, mais le fait est que pour différentes raisons, ça n'est pas celui qu'on a le plus développé depuis maintenant une 30aine d'années. Et puis très clairement, vous avez pris le virage de la e-distribution, e-commerce, avec ces marques directes, Mabéo Direct, Tereva Direct. Voilà, alors on n'a pas Crossroad Direct parce que ça se prête mal, la poutrelle d'acier ou la tôle au e-commerce, en tout cas de mon point de vue. Mais oui, on a donc très résolument pris ce virage avec beaucoup d'enthousiasme en y consacrant beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce que c'est le sens de l'histoire, parce qu'on observe ce qui se passe en particulier à l'étranger. On est bien convaincu que ça nous offre... Alors moi, je le vis très positivement. Il y a un caractère défensif aussi dans les développements qu'on mène en e-commerce. Et plus globalement en digitalisation. Je pourrais peut-être revenir sur ce point-là. Mais je pense que pour un challenger comme est notre groupe par rapport à certains grands acteurs nationaux, voire internationaux, c'est une opportunité, si on s'y prend bien, de marquer des points, de faire bouger les lignes.
Alors, les moyens que vous avez mis en place pour cette digitalisation du groupe, justement, est-ce qu'on peut les détailler en... Oui, alors je ne vous expliquerai pas les options technologiques que l'on a prises parce que je ne suis pas sûr moi-même de les comprendre. Mais il s'avère que ce sont les bonnes vu les résultats. L'idée, c'est pas de faire disparaître pour autant vos agences. Hein. Absolument pas. Absolument pas. La meilleure preuve est qu'on crée encore des agences et qu'on en rachète. Vous évoquiez l'acquisition de notre confrère en Jacques CSI, que nous contrôlerons intégralement à partir de l'année prochaine. C'est 620 salariés, 48 agences. Il est clair qu'on n'a pas acheté cette société pour fermer les agences et supprimer les emplois. Donc il s'agit, comme on dit maintenant communément, de faire du cross-canal ou de l'omnicanal, et donc de conjuguer, parce que le marché, les clients le demandent, le réseau d'agences de proximité et cette offre sur Internet. Alors, pour revenir à votre question, ce que je mesure plus précisément sont les recrutements que l'on a faits. Dorénavant, près de 50 personnes sur des profils et sur des emplois qui n'existaient pas chez nous il y a encore 7 ans. Et puis, il y a un énorme chantier qui est engagé, qui est pour moi le plus compliqué, qui est celui de la transformation des esprits et des organisations à l'intérieur de l'entreprise. Avec la dimension formation qui vous tient beaucoup à cœur, aussi dans vos fonctions au sein du MEDEF, on y reviendra. Oui. Alors, la formation, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire admettre, pas de faire admettre, de faire reconnaître par nos collaborateurs que le virage que l'on est en train de prendre est indispensable, qu'il est enthousiasmant, mais au-delà de ça, qu'il n'est pas menaçant pour les emplois plus traditionnels. Oui. Alors, votre groupe aujourd'hui, on va donner quelques chiffres. Hein, donc, c'est 660 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2700 salariés dans toute la France, 200 agences, 400 000 produits, 400 000 références, c'est énorme. Énorme. Et 100 000 clients. Pour une facture moyenne qui est de 270 euros. 270 euros, d'ailleurs, curieusement, à peu près du même montant sur notre activité bâtiment et sur notre activité industrie. Voilà. Donc nous sommes supposément des grossistes. Hein. Je rappelle que nous exerçons intégralement en distribution B2B, professionnelle, jusqu'au jour où d'ailleurs, parce que la question se pose. Mais on s'aperçoit qu'on fait de la dentelle fine, parce que effectivement, la valeur moyenne d'une commande, c'est 270 euros, mais qui recouvre en réalité 2 produits et demi. C'est les magies de la statistique, on n'a jamais vu une moitié de produit. Hein. Mais donc une valeur unitaire par produit de l'ordre de 100 euros. Et une rentabilité, on sait qu'en règle générale, dans la distribution, elle n'est pas très élevée. Elle est de quel ordre chez vous? Elle est très mince. Plus précisément? Non, elle est insuffisante. Je dois reconnaître qu'elle est inférieure à celle de nos meilleurs compétiteurs, y compris de nos grands compétiteurs d'origine lyonnaise. Et c'est combien de pourcents à peu près? On est aux alentours de 2% d'EBITDA, comme on dit dorénavant, alors que très clairement, on devrait être au double ou au triple. Alors je sais l'expliquer. Cette course permanente à vos acquisitions pour... Non, alors oui, ça aide, mais en même temps, initialement, c'est très perturbant. Plus importante. Alors voilà, il y a l'optimisation des conditions d'achat, mais tel qu'est notre modèle qui est assez intégré, j'évoquais les enseignes communes par exemple pour chacune de nos activités, ce modèle est initialement assez perturbant pour les sociétés que l'on intègre. Notre vrai enjeu, c'est celui, au risque d'être banal, c'est celui des ressources humaines. Et typiquement, là, je viens de prendre un certain nombre de décisions qui vont nous muscler, il le fallait, et c'est sans doute ça qui est à l'origine de notre insuffisante rentabilité à ce jour. Alors par ailleurs, avec de bons équilibres de bilan, c'est les mérites de vieilles maisons comme la nôtre. L'avenir du groupe, Martin Blaizot Expansion, rester familial pendant longtemps encore? Rester familial pendant longtemps encore, cela dit, moi je ne suis pas obsédé par cette idée, et en particulier je ne suis pas obsédé par l'idée qu'un de mes descendants, directement ou indirectement, je peux penser à tel ou tel de mes neveux, j'ai des neveux assez brillants, comme mes filles sont par définition extrêmement brillantes, je ne suis pas du tout obsédé par l'idée qu'immanquablement ce soit l'un d'entre eux qui dirige le groupe. Donc je dis ceci bien ce qui peut être le contrôle patrimonial et actionnarial du groupe et le management du groupe. Le vrai enjeu, c'est le management du groupe. L'avenir, cette fois-ci, on va parler du MEDEF. Vous êtes fortement impliqué de longue date au sein du MEDEF, dans l'Ain d'abord, Rhône-Alpes, et puis depuis le mois de juin à nouveau, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Entre Chambre de commerce et d'industrie et MEDEF, pourquoi est-ce que vous avez privilégié le MEDEF, par exemple ? Je serais incapable
incapable d'exercer des fonctions exécutives dans une chambre de commerce. Alors je précise, et je m'en honore, hein, être élu de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et de la chambre régionale, il se fait des choses absolument passionnantes. Mais si vous voulez, j'ai un mode de fonctionnement ou un caractère qui fait que avoir une autorité de tutelle, et Dieu sait si j'ai du respect pour l'État, très sincèrement, hein, et devoir au quotidien assumer tout le formalisme qui très légitimement, très normalement existe dans un établissement public qui est la chambre de commerce, c'est pas mon genre de beauté. Au MEDEF, on me le reproche parfois, j'ai une liberté d'expression qui est quand même bien au-delà. Alors vous avez été président pendant 4 ans au niveau Rhône-Alpes, 2007-2011, puis à nouveau depuis juin 2016, nouveau mandat. Ça vous manquait de plus avoir cette présidence ? Alors, il ne faudrait pas que mon épouse regarde cette émission, mais oui, sincèrement, ça me manquait. Je pense que, mais c'est vrai pour beaucoup d'élus, d'ailleurs. J'imagine que c'est vrai aussi pour les élus politiques. On doit avoir un petit grain de folie. En tout cas, on a un appétit pour ce genre de fonction. Et puis, on essaie de rationaliser ou de se donner bonne conscience en disant qu'on est peut-être utile à la collectivité. En tout cas, plus directement, et ça, je ne dévie pas de ce point de vue, comme d'ailleurs d'aucun point de vue. Moi, je pense qu'on ne peut pas éternellement critiquer, qu'il est je dirais dans les gènes, dans la nature d'un chef d'entreprise d'agir. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Si on peut apporter sa petite contribution positivement, constructivement à ce que ce pays évolue dans le bon sens, il ne faut pas s'en priver. Si on devait retenir juste une priorité de Patrick Martin pour son mandat à la tête du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes ? Réunir, on a la fusion des deux régions, on a, et c'est l'honneur et la force du MEDEF, des profils d'adhérents qui sont extrêmement variés quant à la taille, quant au secteur d'activité, quant à la localisation. On a une puissance de feu qui est absolument extraordinaire, avec des gens qui sont pleins de bonne volonté. Encore faut-il les réunir, et je dirais tout simplement leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont, de l'honneur d'être chef d'entreprise, de l'apport que l'on a à notre territoire et au pays plus globalement. Mais enfin, les ingrédients sont en place et je suis très optimiste quant à... Trouver la bonne articulation entre les MEDEF territoriaux et ce MEDEF régional. Mais c'est bien engagé, c'est bien engagé. Bon, on a la singularité, mais c'est vrai dans beaucoup de régions, d'avoir un MEDEF Lyon-Rhône qui est puissant de par la taille de l'agglomération lyonnaise, de la métropole. Alors ça tombe bien, parce que de la même manière que je m'entendais très bien avec le président du MEDEF Lyon-Rhône, Bernard Fontanelle, quand j'étais président du MEDEF Rhône-Alpes, je m'entends au moins aussi bien avec Laurent Fiard, qui est un chef d'entreprise pour qui j'ai un infini respect. Les guerres intestines entre les deux, voilà. C'est du passé ? Si elles n'ont jamais existé, elles ont existé, hein, disons les choses. Moi, je crois que c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme, et Laurent est un grand monsieur. Allez, Patrick Martin, on passe à la question qui dérange. Alors, on va rester justement au sujet du MEDEF. Les bagarres internes, Patrick Martin, au sein du MEDEF à Paris font rage, entre la puissante UIMM et d'autres fédérations. Pierre Gattaz a du mal à imprimer sa marque. Le MEDEF souffre-t-il d'être trop souvent dans une posture politique ? Oui. Oui, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir. Alors, on parle de la politique à l'intérieur du MEDEF ? Oui. Ou et les deux, enfin... Les deux. Non, alors, dans la cité, le MEDEF ne peut pas ne pas être politique. C'est vrai à une moindre échelle, bien sûr, au niveau de la région, comme ça l'est au niveau des départements. On dépend tellement du politique dans ce pays que si on ne s'en mêle pas, il se passe des choses dans notre dos ou à notre insu qui nous sont défavorables. Donc le rôle de lobbyiste et le rôle tribunicien du MEDEF dans la cité, moi je le trouve indispensable et je le trouve assez plaisant par ailleurs. Et ces bagarres internes au sein... Alors les bagarres internes, moi je pense que Pierre Gattaz, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un grand entrepreneur, a commis une erreur en annonçant dès l'origine qu'il ne se représenterait pas. Donc il a ouvert la boîte de Pandore et dès la première heure, certaines vocations se sont manifestées. Bon, c'est à peu près sous contrôle, mais c'est vrai que ça pollue un peu les débats et que ça se traduit par des postures qui nous éloignent parfois des préoccupations réelles des entrepreneurs de terrain. On finit par quelques questions plus personnelles. Le questionnaire de Proust, Patrick Martin. Patrick Martin, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé exercer ? Alors, comme ça se professionnalise, j'aurais bien aimé être sportif de haut niveau. J'en aurais été incapable, et singulièrement rugbyman. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ? La loyauté. Est-ce que vous pouvez me citer un chef d'entreprise qui vous a inspiré ?
Un chef d'entreprise qui m'a inspiré, j'en ai cité un tout à l'heure, même si c'est mon cadet, ça ne parlera à personne. J'ai beaucoup de respect pour mon grand-père maternel, décédé il y a bien longtemps maintenant, qui était un créateur, là où je suis un héritier, qui avait monté une magnifique entreprise industrielle. Un homme d'État qui vous a marqué? Charles de Gaulle, même si une de ses options me dérange. Laquelle? L'Algérie. Votre sportif préféré, vous avez évoqué l'idée que vous auriez pu être sportif. Oui, alors moi je suis un peu vieille école. Hein. Alors il se trouve qu'à l'époque où je jouais au rugby, à un petit niveau, je jouais talonneur. Et il y a des gens, ça n'évoquera pas grand-chose non plus, des talonneurs de très haut niveau qui ont un peu révolutionné ce poste, en tout cas en France, qui s'appelaient Alain Paco, qui s'appelait Philippe Dintrance, qui étaient des teigneux, je dois reconnaître. Voilà. Et ça parle au réalisateur de cette émission qui lui-même est rugbyman. Votre jour préféré dans l'année? Mon jour préféré dans l'année. Et votre mois préféré? Et le mois préféré aussi? Alors je suis, si je puis dire, un hivernal. Moi, j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup la neige, j'aime beaucoup les sports d'hiver, j'aime beaucoup le ski de randonnée. Donc, mon mois préféré, la randonnée se pratique plutôt en fin de saison, c'est le mois de mars, où les conditions d'enneigement sont généralement bonnes pour la randonnée. Mon jour préféré, je ne crois pas avoir de jour préféré. Bon, votre juron préféré? Foutaise. Est-ce que vous avez une devise, Patrick Martin? Non, je n'ai pas de devise. Et si vous aviez un message à donner à un jeune créateur qui se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Moi, je dirais précisément que c'est une des plus belles aventures qui existent encore. J'ai évoqué le sport, où il se passe des choses merveilleuses, la recherche, mais l'entreprise, alors ça n'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est un moyen d'accomplissement extraordinaire. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Martin, d'être venu dans Réussite d'entreprise. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Ce sera le 28 février. Merci, au revoir. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital.